Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es sage-femme. Tu as écrit plein d'ouvrages qui nous aident à mieux comprendre notre santé, mais aussi les questions de maternité. L'un de tes ouvrages, d'utilité publique et en lien avec notre épisode, s'appelle « Le postpartum dure 3 ans » et il est publié chez Larousse. C'est à mettre à peu près entre toutes les mains des femmes qui ont des enfants et des autres, et des hommes et de tout le monde finalement. Un peu tôt pour les enfants, juste. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il était temps de consacrer un épisode entier aux mamans solo. C'est des femmes qui, par choix ou non, sont seules pour élever leurs enfants. On va en parler un peu plus longuement, mais quand on dit seules, c'est pas qu'elles n'ont pas d'amis ou pas de parents, même si ça peut arriver, mais plutôt qu'elles ont la charge à temps plein de l'éducation d'un enfant, mais aussi de sa responsabilité. J'ai un peu envie de saluer chaleureusement toutes les femmes qui vivent ce type de situation. Et aujourd'hui, on va essayer de leur partager plutôt des conseils, ce sera plus utile que mes salutations chaleureuses. Et oui, parce que effectivement, on dit toujours les mères solos sont des guerrières, etc. D'accord, mais enfin, ça leur permet pas de payer leur retraite, etc. et de faire face aux difficultés. Alors, je dis pas que c'est que des difficultés et que voilà, mais c'est quand même voilà. C'est toujours attention à ce mot de guerrière et de femme qui peut tout faire. Non, ça recoupe quand même des situations qui sont parfois très difficiles. Anna, je me suis dit qu'on allait prendre le truc dans l'ordre un peu chronologique. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles sont mamans solo parce qu'elles décident ou elles subissent le fait de faire un enfant toute seule. Pour celles qui le décident, en France, Anna, comment on fait pour se renseigner quand on a envie de faire une PMA et qu'on est une femme seule ? Alors, c'est effectivement, depuis 2022, la PMA est ouverte aux femmes seules. Seulement, vous allez vous en apercevoir très vite, si vous faites les démarches auprès des centres de PMA, que parfois les délais sont très longs. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore certaines femmes, mais c'est très coûteux, qui continuent d'aller à l'étranger pour raccourcir les délais. Donc, renseignez-vous auprès du centre le plus proche de chez vous. N'hésitez pas, il y a même des groupes Facebook et tout. N'hésitez pas à trouver des renseignements. Mais de fait, c'est possible, mais c'est long. Quand tu dis très long, juste pour qu'on se représente, c'est 1-2 ans d'attente. Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est 15 mois, là. Voilà. Non, mais très long, ça peut être considéré comme 2 mois. Ah oui, non. Ah oui, c'est très long. Ce qui n'est pas le cas en Belgique et en Espagne, pour ne pas les citer. Tout à fait. Et ce qu'il faut dire, d'ailleurs, quand même, j'en profite, c'est que souvent dans les projets, enfin les grossesses solo, les accouchements solo et les postpartum solo, souvent, dans la majorité des cas, c'est pas des situations qui sont choisies, c'est des situations qui sont subies. Avec un coparent qui a quitté, un coparent qui a frappé, un coparent qui a etc. Et donc des femmes qui se retrouvent seules alors qu'elles ne l'ont pas choisi. Et donc c'est des situations qui peuvent être parfois quand même très très difficiles. Une fois que la maman elle est enceinte, une fois que la future mère elle est enceinte, comment elle fait quand il s'agit d'aller à plein de rendez-vous médicaux ? Parce que c'est ça aussi une grossesse, c'est plein de rendez-vous qui sont souvent pas vraiment prévus pour y aller toute seule, quoi. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est vraiment faire un sondage intérieur et savoir ce dont on a envie. Parfois même, il faut essayer. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est possible, c'est que les échographies, les consultations médicales, la préparation, tout ça, vous pouvez y aller accompagné. Donc, moi, je dis tester. Vous pouvez même tester plusieurs amis. Moi, je conseille ça, c'est pas très sympa parce que du coup, les gens se sentent en test. Après, ils le savent. Mais vous pouvez tester plusieurs amis, plusieurs proches, même votre mère. Vous pouvez tester votre père. Vous pouvez tester une sœur. Vous pouvez tester voir comment ils se comportent au rendez-vous parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement intrusifs. Il y en a qui sinon des mélos dans la voix. C'est vrai que non, mais c'est drôle. Moi, j'ai vu tout. Donc, en fait, il faut tester les gens. Donc, vous faites passer une série de tests. Et puis, des fois, il y a des femmes qui n'ont pas du tout besoin de ça et qui préfèrent aller à leurs examens médicaux seuls. Ça, c'est vraiment comme vous préférez. Vraiment, c'est au libre choix. Par contre, il y a un truc sur lequel, c'est quand vous avez déterminé quelle sera la personne qui sera présente pour l'accouchement, alors là, je pense que ça vaut vraiment le coup, avec cette personne, de faire une ou plusieurs séances de préparation à la naissance et à la parentalité, afin de savoir quelle va être la place de chacun et qu'est-ce que vous attendez de cette personne et aussi, du coup, qu'on puisse nous les former. Par exemple, si vous attendez à ce qu'ils vous donnent du soutien, qu'ils vous massent, qu'ils vous fassent respirer, etc., il faut un minimum de compétences et donc ça, c'est important. Est-ce qu'on est obligé de venir avec quelqu'un à la naissance ? Alors, absolument pas. Là encore, il n'y a aucune obligation. Toutefois, attention, les sages-femmes sont souvent débordées.
Le soutien affectif et émotionnel est quand même très important au cours d'un accouchement. Un accouchement, c'est pas un arrachage de dents, hein. C'est vraiment un truc remuant. Donc, effectivement, il y a certaines femmes qui vont préférer être seules et qui vont faire ça très bien et qui seront très contentes d'être seules. Mais quand même, la majorité auront besoin d'un soutien affectif et émotionnel. Et donc, moi, je pense que là, ça vaut le coup de sonder dans son entourage, là encore, quelle va être la bonne personne pour ça. Et puis, quelle va être la personne disponible. Parce que, je le rappelle, ça veut dire que cette personne va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de 37 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire, très concrètement, il faut qu'elle ait son téléphone qui ne soit jamais en silencieux et que vous soyez joignable, parce qu'on, par essence, on ne sait pas quand est-ce que vous allez accoucher. Est-ce qu'on peut faire un relais de personnes ou c'est pas possible? Bien sûr, on peut faire tout à fait un relais de personnes. Si c'est des personnes qui ont des vies, etc., vous pouvez faire exactement comme font des sages-femmes libérales et qui font de l'accouchement en plateau technique ou de l'accouchement à domicile. Eh bien, vous faites un pool, vous constituez un pool de 3 ou 4 personnes et vous savez que vous êtes d'astreinte, par exemple, je sais pas, pour les 3 prochains jours. Mais attention, parce que vraiment, il y a des femmes qui, en fait, penser vivre bien le fait d'être seule et qui en fait le vivent pas très bien seule. C'est quand même la salle d'accouchement, c'est sympa, moi j'adore la salle d'accouchement évidemment, mais c'est pas non plus l'endroit le plus funky de la terre. Et puis des fois quand il y a des petits soucis, ça fait du bien de voir quelqu'un qu'on connaît, mais en même temps, il faut quand même quelqu'un avec qui on se sent très très bien, hein. Enfin, c'est un partage d'intimité, c'est chaud quoi. Donc c'est pas tout le monde quoi. Et des fois c'est pas les gens les plus proches, hein, ça, parce que souvent les gens instinctivement ma mère, ma sœur. Mais en fait c'est pas toujours les gens les plus proches avec lesquels on va être capable de partager une si grande intimité. Et puis, il faut qu'il soit à la bonne distance aussi. Par exemple, quand vous accueillez votre bébé, que vous allez le regarder pour la première fois, si vous avez quelqu'un qui moi, je me rappelle de ça une fois, d'une mère qui était très gentille, d'une grand-mère, du coup, là. Ah, mais gna 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 gna, et qui arrêtait pas de parler, qui arrêtait pas. Et bon, je veux dire, et on sentait que la femme a été complètement larguée, qu'elle avait juste besoin qu'on se taise autour d'elle. Donc, voilà, il faut trouver la bonne candidate, le bon candidat, quoi. C'est quoi les qualités que tu conseillerais aux mamans solo à chercher dans leur entourage? C'est une super bonne question. Il faut quelqu'un de gentil. Ça a l'air bête comme ça. Mais en fait, des gens gentils, il y en a des vrais gentils, il n'y en a pas tant que ça. Il faut quelqu'un de gentil, il faut quelqu'un qui soit d'accord pour pas être au centre des préoccupations. On a des potes qu'on adore. Moi, je pense à quelques potes que j'adore, mais qui sont les rois du show, quoi, qui aiment être au centre. Bon, bah là, c'est sûr qu'il sera pas au centre. Donc, il faut quand même quelqu'un qui puisse être capable d'être en retrait. Si c'est un personnel soignant, honnêtement, c'est pas mal, hein. Moi, je l'ai fait, hein, pour des copines solo, honnêtement, c'est pas mal. Non, mais vraiment, ça, c'est pas mal. Si vous avez une sage-femme, une infirmière, un médecin sous la main, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Ouais, non, il faut quelqu'un de gentil, bienveillant, qui sache être à sa place. Et surtout, que vous soyez dans une telle relation d'intimité que vous puissiez lui dire « Écoute, là, je suis désolée, mais j'ai envie que tu partes. » Alors qu'il est plein milieu de la nuit, finalement, ça vous correspond plus. Je veux que tu partes. Ou va attendre 2 heures, là, j'ai besoin un peu de me reposer tranquille, et tu reviens dans 2 heures, quoi. Il faut quand même quelqu'un avec qui on soit très, 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 très bien. Quelqu'un de malléable. Quelqu'un de super malléable. Vraiment. Et puis évidemment, quelqu'un qui soit capable de nous voir dans une situation, mais ça va sans dire, où on peut vomir, où voilà, aller aux toilettes, etc., etc., etc. Et quelqu'un qui est pas mal à l'aise avec les hôpitaux et le sang et tout ça, non ? Alors oui, ça aussi, j'ai une bonne anecdote aussi. Une amie, c'était une femme qui avait ramené une amie absolument super. C'est vrai, elle pouvait pas être mieux. Mais c'était une femme qui faisait malaise sur malaise parce qu'elle ne supportait pas. Dès que j'arrivais avec un matériel technique, en fait, elle supportait pas et elle faisait malaise sur malaise. Donc là, évidemment, mais en même temps, elle a été super parce qu'elle a détendu. En fait, c'était super parce qu'elle a détendu l'atmosphère et tout. Mais pour elle, je crois que ça a été compliqué. Mais elle a donné de sa personne, quoi. Elle a donné de sa personne, vraiment. Est-ce qu'on peut être accompagné par des professionnels là qui ne sont pas des amis ? Alors oui, très important, un très bon accompagnement. On est une mère solo, il faut absolument avoir un bon accompagnement. Ça veut dire quoi très concrètement ? On est suivi par exemple à la maternité. En plus, vraiment, ayez une sage-femme libérale qui va pouvoir vous entourer, qui va pouvoir faire de la préparation à la naissance plutôt en individuel. Parce que pour le coup, les mères solo qui se retrouvent dans les groupes de parents, ils sont tous en couple, etc. Ça peut être compliqué, même si ça peut être compliqué, quoi. Même si c'est choisi, cette situation, ça peut être quand même un peu pénible ou voilà, difficile à vivre. Donc, préparation à la naissance en individuel. Toquer à la porte de l'assistante sociale de la mater pour recevoir tous les conseils d'aide, etc., pour vérifier que vous êtes bien au clair sur toutes les aides que vous pouvez recevoir. Un psychologue, pas plus, pas moins que les autres, mais sachez qu'ils existent. Ça peut faire du bien d'avoir un espace de dialogue, surtout si la situation est subie. Parfois, ça, c'est très douloureux parce que souvent, il y a des femmes qui sont dans une relation encore, pas forcément une relation amoureuse, mais une relation avec le coparent, et c'est
très compliqué de savoir ce qu'il faut faire, comment. Et donc, avoir quelqu'un avec qui parler, qui est complètement extérieur à la situation. Parce que les amis, ils sont des fois irrités, enfin... Évidemment, par la situation, pas irrité dans le sens, ils disent mais ce mec est un connard, etc. Donc c'est pas ça, c'est qu'il manque d'objectivité sur la situation. Donc des fois c'est pas mal un psychologue ou un psychiatre parce que ça permet d'être assez objectif. Donc oui, plus on est entouré, puis vous avez alors c'est les réseaux sociaux, on ça de qualité. Vous avez plein de groupes sur Facebook. Vous avez toutes les ressources. Vous avez le club Poussette, mais ça c'est quand le bébé sera né. Vous avez le sel dans le café, c'est un site internet qui recense tous les lieux pour les parents. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Il me semble que Judith Duportail a publié un livre dessus, non ? Oui, mais alors malheureusement, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas tant de livres. Et moi, on me l'a beaucoup reproché, ça, de ne pas avoir écrit un livre sur les mères solo. C'est vrai. T'as écrit déjà 15... Ben oui, c'est ça. Alors 15, déjà, 20 c'est ça. bouquins. Pareil. Donnez-lui un peu de temps. Voilà, exactement. Et puis surtout, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, c'est pas... Moi, je ne suis pas du genre à écrire n'importe quoi. Donc, mais je le ferai. Mais oui, c'est vrai qu'il y a... Non, mais vraiment, la littérature est pauvre en livres, je le reconnais. Il y a des podcasts aussi, mais c'est assez pauvre aussi. Il y a pas, en soi, il n'y a pas grand-chose. Et souvent, des choses qui sont assez culpabilisantes en vrai. On vous mettra un lien dans la description de l'épisode pour le peu de littérature qui existe et qu'on connaît. On ne peut pas tout connaître. J'imagine qu'être une maman solo, c'est recevoir énormément de conseils, de questions, d'avis non sollicités. Comment on fait ? Alors oui, pour déjà, toute femme qui se retrouve avec un mouflet dans le ventre, ça y est, c'est parti, c'est la sérénade. C'est la foire aux... Et alors là, en plus, c'est encore plus la foire, parce qu'en plus, les gens se permettent souvent, ça c'est vrai, même des amis proches, de dire des choses qui sont vraiment pas agréables. Les gens, les femmes qui sont dans cette situation, que ce soit choisi ou subi, n'ont pas besoin d'être déstabilisées plus qu'elles ne le sont déjà. Ça va, quoi. Mais donc, tu vois, je trouve que... Ça va. Ouais, j'en peux plus, moi. Non, mais j'en peux plus. Parce que très concrètement, tu vois, là, je suis 3 mères solo en ce moment qui sont toutes les 3 enceintes. Il y a vraiment des gens qui sont des... Parasites. Des pourritures. Qui vraiment déstabilisent. Enfin, j'en peux plus. On s'en fiche, en fait, de la vie des gens. C'est le jugement. Putain, le jugement n'aide jamais. Ça, il va falloir que les gens se mettent ça dans le crâne d'un chien. Le jugement, ça n'aide jamais. Quand vous jugez quelqu'un, vous ne l'aidez pas. C'est l'inverse. Vous lui mettez la tête un peu plus sous l'eau. Oh non, mais ça me rend ouf. Et alors là, dans ces situations-là, c'est la foire d'empoigne, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles de répondre à ces... Alors, parce que oui, il faut dire aux gens d'arrêter de donner des avis non sollicités, des conseils non sollicités. Malheureusement, toute la France entière n'écoute pas notre podcast. Bien sûr, absolument. Et ça, c'est très mal. Mais pour les gens qui reçoivent les conseils non sollicités, qui reçoivent les avis... Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Des fois, il y a des trucs qu'on peut répondre qui peuvent être très efficaces. Est-ce que toi, tu as des techniques ? Est-ce qu'on se met tous au MMA ? Alors, on peut effectivement dire ce que tu dis... La communication non violente, tu veux dire ? Exactement, ça marche. Mais ce que tu dis me blesse. Voilà, mais attention, tout le monde n'est pas capable. Moi, je suis incapable de faire ça, par exemple. J'ai essayé, j'ai jamais réussi. Donc, après, il y a un truc qui peut marcher aussi, c'est de dire « Ah !» Moi, ça, c'est ma technique. « Ah oui, c'est super ! Oh là là, c'est génial !» Et je n'écoute même pas le flow. Et voilà, et ça essaye de dégager. Pas facile non plus, mais ça peut marcher. Toute technique est bonne à prendre, mais de fait, il n'y a pas vraiment de technique qui marche. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que là, pour le coup, quand vous identifiez qu'il y a des personnes qui sont très proches de vous, mais qui flirtent avec la toxicité... Écartez-les. Moi, je dis, n'hésitez pas à prendre un avis auprès d'un psychologue. Parce que des fois, on ne sait plus si c'est nous, si c'est l'autre, si c'est quoi, et qu'est-ce. Vous pouvez aller voir un psychologue, rien que pour ça. Moi, je l'ai fait, hein. Ça m'est arrivé. Non, mais je vous assure, c'est pas une blague. Et ça m'a été très utile. Pour virer quelqu'un de ta vie ? Non, mais c'est-à-dire, oui, vous exposez la situation, vous dites, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Est-ce que ce que je pense est légitime ? Parce que des fois, on pense qu'on est soi-même un peu... Et en fait, c'est très, très utile. Et donc, effectivement, la grossesse, c'est un moment où il y a des personnes qui vont sortir de votre entourage et d'autres qui vont re-rentrer. Mais en fait, pour le meilleur. Est-ce que tu penses que, des fois, on dit... l'humour, ça peut être hyper désarmant. Genre, je sais pas, quelqu'un qui te donne un conseil sur ta grossesse et tu lui dis « Ah bon ? Je savais pas que j'étais enceinte. » Enfin, tu vois, un truc... Alors, bien ça sûr, marche, ça, ou pas ? Bien sûr que ça marche, l'humour, mais l'humour... Faut avoir pas être trop fatigué et tout. Voilà, c'est ça. Quand on est dans une grande période de vulnérabilité, quand on est en plein accouchement, en plein postpartum ou en pleine grossesse, on peut, ça nous arrive, mais c'est pas le moment où on est plus... Oh, yeah, ok. Honnêtement, c'est pas très simple. On va quand même, du coup, vous donner des conseils, même si vous ne les avez pas sollicités, en particulier pour l'arrivée du bébé. On dit souvent...
qu'il faut un village. J'imagine bien que là, en particulier, quand on parle d'une maman solo, il faut un vrai village, quoi. Il faut un village bien peuplé. Et d'ailleurs, je vais vous donner un point enfin positif et rassurant. Souvent, les mères solo ont des villages 10 fois mieux constitués que les parents qui sont complètement largués. Donc, effectivement, il faut s'armer. Un village de quoi ? Un village d'amis, famille, et un village de professionnels de la santé. Et ça, maximum, il faut anticiper avant la naissance. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que chaque ami, il faut leur en parler très frontalement, dire, écoute, moi, je t'aime beaucoup, je suis très proche de toi. Est-ce que tu serais d'accord pour me filer une aide concrète ? Il faut pas avoir peur, pas avoir honte. Voilà, je sais que tu es très fort en... par exemple, Nina, moi, si c'était dans le cas, je te demanderais des bons petits plats et je te demanderais d'aller boire des coups en bas au bar. Parce que je sais que, 1, tu me remonterais le moral et que 2, tu me ferais des bons petits plats. C'est vrai. À l'inverse, pour tu ne me demandes pas le ménage, par contre. Non, je te demande pas le ménage et je te demanderai pas non plus spécialement garder mon bébé. Oui, mais je demanderai à ma copine sage-femme parce que je sais pas, voilà, tu vois. T'aurais peur que je le fasse tomber ? Non, pas du tout. Mais tu vois, en fonction de ce qu'apportent les gens, donc constituez vraiment, faites une liste des gens avec ce qu'ils peuvent vous apporter et demandez-leur très simplement. Ils sont souvent ravis parce qu'en fait c'est une marque d'affection, vous leur témoignez, donc ils sont souvent très contents. Et un village de professionnels de la santé, donc allez visiter votre PMI avant la naissance, allez trouver une sage-femme évidemment si vous l'avez pas trouvé déjà, allez voir s'il y a un pédiatre, un médecin généraliste qui suit les bébés que vous aimez bien. Enfin voilà, essayez de aller fouiller le sel dans le café, regardez les clubs poussettes. Club poussette, c'est vachement bien aussi, c'est des lieux c'est des groupes de femmes qui se retrouvent après la naissance, enfin bref, et il y a même des groupes de mères solo dans le club poussette. Enfin, voilà, il faut effectivement avoir une armée, et dans ce cas-là, ça se passe très bien. Parce que ce qui est vrai, c'est que la solitude peut être quand même... Mais d'ailleurs, c'est pareil pour les femmes en couple, parce que, vous savez, des fois, c'est pas tellement mieux d'avoir un coparent qui est pas là toute la journée, et qui après pionce, et qui en plus est de mauvais poil, et qui rajoute du travail. Enfin, il faut pas non plus fantasmer la vie de couple parfois. Donc, voilà, la solitude est un vrai problème pour les femmes qui viennent d'accoucher. Donc ça, je le dis pareil aux deux, mais enfin aux deux types de femmes, entre guillemets. Il faut absolument avoir un village, ça c'est clair. Tu disais que toi, en ce moment, t'accompagnais des mamans solo, t'as dû en accompagner par le passé. Enfin, toi, tu constates que ça fonctionne, enfin... que mettre en place ce village, ça marche ? Ça marche très bien, à condition d'être bien entouré. Et c'est vrai que je crois qu'avec les 3 mamans solo que j'accompagne, j'espère qu'elles me feront pas mentir, mais là, elles sont toutes les 3 enceintes. Et vraiment, je sais pas, c'est comme si on constituait une base arrière de folie pour après la naissance. Même en termes organisationnels, tout le matériel, toute la chambre, les machins, les trucs, pour que vraiment tout soit ouvert. J'ai prévu même des rendez-vous, même à l'avance, etc. Enfin, avec les différents pros de santé autour. Donc, oui, vraiment, ça marche, mais il faut trouver quelqu'un avec qui on se sente bien. Non, et quand je dis c'est moi, ça aurait pu être très bien quelqu'un d'autre. C'est que moi, je m'entends bien, il y a un bon fit avec ces 3 patientes que j'ai en ce moment. Mais effectivement, j'en ai accompagné bien plus que 3. Mais en ce moment, j'en ai 3. Et parfois, ça se passe super bien. C'est quoi le truc qui ressort des expériences passées ? Le truc qui fait que ça a marché pour ces mamans, ces enfants ? C'est vraiment le village. Okay. C'est vraiment la qualité du tissu amical et familial autour et des professionnels de la santé. Et après, on va pas mentir, ça reste difficile de pas avoir de relais. Honnêtement, c'est pas facile. 24 heures sur 24, et puis avoir le souci financier seul, avoir le souci émotionnel, enfin c'est pour ça qu'on disait en début d'épisode big up. T'as raison quelque part, parce que moi je sais pas si je serais capable. Bah, bien sûr que si. Bien sûr, parce qu'on trouve les ressources. Mais oui. Mais à quel prix ? À quel prix pour la santé physique et mentale ? À quel prix ? C'est ça la question. Donc il y a des femmes qui sont quand même plus ou moins capables. Moi je sais que je serais pas une femme très capable, ou en tout cas ce serait très dur pour moi. Donc c'est pour ça qu'effectivement je rends hommage, parce que je trouve qu'elles ont une force, mais ça m'embête de saluer leur force, mais bon. Elles sont extrêmement fortes, oui. C'est fou même. Est-ce qu'on peut demander plus de congé maternité parce qu'on est une maman solo ? Est-ce qu'on peut dire, attendez, moi j'ai pas de coparents, donc vous allez me filer le congé parental que vous auriez dû donner aux coparents, et puis vous en rajoutez une petite couche ? Ah non. Non. Alors souvent, c'est vrai que c'est des femmes qui ont 4 semaines de plus, c'est-à-dire qui ont un congé pathologique de 4 semaines en plus. Et puis plus rien. Et puis plus rien. Et donc, c'est vrai que là, on a parlé, mais il peut y avoir de très grandes difficultés financières. On sait que les mères solo, là, c'est pas le sujet de l'épisode. Bien sûr, il faudrait parler. C'est-à-dire, il faut absolument, quand on est en conflit avec le coparent, il faut s'armer d'aide juridique, il faut s'armer d'avocats, etc. Enfin, c'est un sujet qui m'énerve. Mais en tout cas, assistante sociale, aide juridique, faut pas hésiter. Et il peut y avoir vraiment des difficultés financières graves. Donc,
Oui, du coup, non, en fait, en quelque sorte, malheureusement, à part les 4 semaines que tous ne donnent pas, on peut rien avoir de plus. Moi, je propose que si jamais, par le plus grand des hasards, il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, dans nos auditeurs et auditrices, qui se penche sur le fait de faire une petite loi pour changer ces histoires de congés, parce que c'est vraiment fatigant Mais en fait, à mesure d'épisode. Il y a vraiment un rapport qui vient d'être fait qui est magnifique sur les mères solo, mais là, les mères solo dans toute la durée de l'enfant, qui est super, que je vous invite à aller consulter. Enfin, il y a vraiment des mesures à prendre en urgence. C'est bien les rapports, mais les mesures... Voilà, c'est ça le problème. C'est que là, c'est un super rapport qui ont été faits par des gens super. Il faudrait vraiment les écouter et les transformer en mesures. Parce que vraiment, la situation des mères solo, pas pour toutes, on est d'accord, mais n'est pas toujours belle à voir. C'est des réalités qui sont parfois plus tard, je dis bien, sont parfois quand même très difficiles. Donc, politiquement, il faut se saisir de ce sujet, en tout cas, et en urgence. Et c'est pas le seul, vous pouvez écouter tous nos épisodes. On nous fait des appels du pied à peu près à chaque fois. En tout cas, merci Anna pour tous ces conseils non sollicités, mais dont on se rappellera et j'espère qu'ils seront utiles surtout. On vous retrouve la semaine prochaine pour davantage de conseils. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou. Réalisation, Théo Albaric.